Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité en direct jusqu'à midi avec aujourd'hui Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Bonjour. Fabrice Hakoun, chef d'entreprise, et vous avez publié Rallumons les lumières aux éditions de l'Archipel. Jackie Isabello, bonjour. Vous êtes communicant et fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Bonjour à vous. Et nous attendons Najwa El Haïté, docteur en droit public, et elle a publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. On va pouvoir évidemment revenir sur ce qui s'est passé à Montpellier, à Viry-Châtillon, où un autre adolescent est entre la vie et la mort après s'être fait lyncher lui aussi. Violence illimitée chez les jeunes. C'est pas faute d'avoir alerté, c'est pas faute d'avoir dit ce qui se passait, ce qui allait se passer. On va parler également de notre sondage d'IFOP Fiducial pour Sud Radio et Le Figaro vers un vote sanction aux européennes. Et justement, Macron est en train de perdre le vote des jeunes. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jackie, c'est avec vous qu'on va commencer puisque c'est un livre. Eh ben oui, beaucoup d'entre nous se souviennent du livre de Primo Levi, une expérience atroce de ce grand personnage qui a raconté sa triste aventure, très triste aventure dans les camps de concentration. Et il y a un historien italien qui s'appelle Carlo Grappi qui raconte l'histoire de Lorenzo, grâce auquel Primo Levi a pu sortir vivant de cette expérience. Un homme sans histoire, sans quête de gloire. On sait qu'en ce moment, tout le monde cherche son quart d'heure de gloire. Et cet homme-là a apporté à manger à Primo Levi, mais à plein d'autres personnes. Et ces gens-là ont pu, pour certains, au-delà des risques qu'ils encouraient, a pu s'en sortir. Et donc, celui qui, alors lui, il est devenu juste parmi les justes, sans véritablement le savoir, puisqu'il était déjà décédé. Mais alors je vais être très honnête, je l'ai pas lu, mais je l'ai mis sur ma liste des livres absolument à lire avant cet été, parce que ça m'a ému d'entendre l'histoire de cet homme à travers le témoignage de cet historien, voilà. Et donc je voulais attribuer un coup de cœur tous ces gens dont on n'entendra jamais parler et qui, au-delà des récompenses, ont fait leur devoir pour, comme le disait Primo Levi, conserver non pas un semblant, mais en tout cas un solide roc d'humanité derrière toutes ces atrocités. Alors ça s'appelle Un homme sans mots, l'histoire enfin révélée du sauveur de Primo Levi, de Carlo Grappi, et c'est chez Jean-Claude Lattès. Fabrice, non pas Fabrice, parce qu'on va développer un petit peu plus ce sujet. C'est plutôt Benjamin, c'est un coup de projecteur. Oui, un coup de projecteur. Alors que je ne savais pas trop dire si c'était un coup de gueule ou un coup de cœur, n'ayant pas toutes les informations. Quoi qu'il en soit, Toulouse Métropole, qui est la grande communauté urbaine qui regroupe 36 communes, y compris Toulouse, 850 000 habitants, a décidé en conseil communautaire d'imposer un tarif de l'eau qui sera variable selon la saisonnalité. Aussi, entre juin et octobre, le tarif de l'eau va augmenter de 42%. Et le tarif de l'eau sera le reste de l'année diminué de 30%. Alors, la vertu s'est annoncée pour évidemment préserver les ressources en eau. Jean-Luc Moudinque, le président de la communauté et maire de Toulouse, exprime le fait que c'est une source d'innovation et que Toulouse doit être fière d'innover. Mais finalement, c'est une innovation fiscale et tarifaire. Et j'ai envie de dire qu'on prend peut-être le problème à l'envers. On prend le problème à l'envers parce que quid des 25% d'eau qui ne sont pas distribués parce que les canalisations sont en mauvais état. Il y a des études qui sont menées depuis de nombreuses années. Et quid du taux de recyclage d'eau des eaux usagées en France. Valérie, je vous le donne en mille. Allez-y. En France, le taux de recyclage des eaux usées est de 0,8%. Il est de 8% en Italie, il est de 14% en Espagne, il est de 90% en Grèce. Ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, avec une volonté vertueuse de vouloir préserver les ressources en eau, qui est un véritable problème en Occitanie, là où je vis, effectivement, l'ajustement tarifaire ne répond peut-être pas à la véritable problématique, qui est celui du recyclage d'une part et la perte de l'eau d'autre part, avant l'arrivée au consommateur. Donc je pense que, un peu comme l'opposition locale de gauche exprime effectivement une fragilisation des publics déjà fragiles, puisque finalement, quand on a du pognon, on s'en moque de payer 42% d'eau en plus. Donc le côté incitatif de la mesure ressemble finalement à une punition pour les plus
pour les plus pauvres. Voilà. Ouais, c'est comme d'habitude, c'est toujours plus facile de taxer l'ensemble des Français sur des sommes qui restent modiques plutôt que d'imposer aux grands industriels des investissements massifs, parce que c'est ça la réalité. Bien sûr. J'avais raconté, Benjamin a raison, et j'avais raconté un jour ici, j'étais venu avec un coup de gueule, les agriculteurs qui donc font du lait avec leurs vaches ne peuvent pas réutiliser le petit lait alors qu'il est totalement potable, et donc les autorités sanitaires leur interdisent, et c'était l'équivalent de la consommation d'une ville de 30 ou 50 000 habitants chaque année qu'on aurait pu récupérer, sans parler des eaux usées, enfin voilà, Poupou et compagnie, c'est plus compliqué. C'est quand même assez et quelle en est la raison? Eh bien, parce que ils n'ont pas fait les études nécessaires pour dire voilà, c'est ce petit lait pourrait provoquer des allergies. Alors, les agriculteurs l'utilisent depuis toujours. Et nous, quand on achète un petit yaourt avec un petit lait, on sait très bien que c'est bon pour la digestion, etc., etc. À minima, c'est à l'État d'organiser cette collecte. C'est pas grave, on l'importer d'Ukraine. Voilà, c'est ça. Najwa, vous, c'est un coup de gueule qui en dit long. Qui en dit long, oui. Alors, mon coup de gueule concerne le fait qu'il y a des quartiers en France où les règles des trafiquants de drogue l'emportent sur celles de notre République. Et ce qui se passe rue Championnet, dans le 18e arrondissement à Paris, en est un des nombreux exemples. Alors, je rappelle rapidement les faits. Depuis fin novembre 2023, sur 200 mètres de cette artère, il n'y a plus de lumière. Alors, les lampadaires sont hors service et les riverains sont plongés dans le noir. Et vous savez qu'en hiver, à 17h, il y a plus de soleil, donc la nuit tombe. Et la cause de cette absence de lumière, c'est des jeunes trafiquants de drogue qui arrachent les câbles des blocs électriques, alimentant les réverbères pour dealer tranquillement dans une partie de la rue. Alors, les conséquences de ce vandalisme, c'est bien sûr des riverains épuisés au quotidien qui ont acheté un appartement et qui se voient contraints de le vendre à un prix bas. Des familles qui, l'hiver, dès 17h, sont confinées car la rue devient dangereuse. Un riverain parlait carrément de coupe-gorge. Et des enfants et adolescents qui partent tôt le matin à l'école ou au lycée ou au collège dans le noir absolu. Ouais. Alors, il y a eu un premier démantèlement de ce trafic, puis il est reparti de plus belle. Donc, tout ça pour dire que force est de constater que malgré la volonté de l'État, et on le voit, vous avez des annonces, plus que des annonces, du ministre de l'Intérieur qui précise le nombre de démantèlements effectués dans différents territoires, et malgré cela, on constate que la guerre est asymétrique. Pourquoi ? Parce que ce trafic est une véritable pieuvre, et je cite un des procureurs de la République de Marseille qui le dit, est une véritable pieuvre, et il dispose, ce trafic, de moyens financiers et humains extrêmement importants, et qui attire des jeunes de plus en plus jeunes, sans repères et sans limite. Ouais, on parle de nettoyage XXL, visiblement, la rue, cette rue-là, y échappe, mais c'est pas étonnant ce que vous disiez, Fabrice Acoun. Non, la France, en fait, est en train de se sud-américaniser, vitesse grand V, et donc, d'ailleurs, les renseignements commencent à parler d'enlèvement. C'est-à-dire que l'étape suivante, parce qu'on a aujourd'hui des franchises qui se sont installées dans ce pays, donc vous avez la franchise des voleurs de montres, et donc vous avez la franchise des voleurs de voitures, qui sont spécialisés pour emmener les voitures soit à l'est, soit ailleurs, etc. Et donc vous avez comme ça des franchises. Donc c'est en train de se structurer. Le business est en train de se structurer de façon très professionnelle parce qu'il n'y a pas de réponse judiciaire en face. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est que la police peut faire tout ce qu'elle veut. S'il n'y a pas la chaîne judiciaire complète, avec une cohérence et une cohésion sur l'ensemble de la chaîne judiciaire, on n'arrivera jamais à obtenir. Et là, c'est le colonel de réserve en gendarmerie qui vous parle. C'est mon autre casquette, que je ne mets pas souvent en avant. Je pense qu'il faudrait, en communication, il y a un principe qui s'appelle la fenêtre d'Overton. C'est la fenêtre d'Overton, c'est quand vous avez un sujet et vous dites, voilà, en gros, les gens sont prêts à évoquer tel thème autour de ce sujet-là. Et il y a des choses qui, pour eux, elles sont inacceptables. Cette fenêtre d'Overton, elle fait en sorte d'essayer d'élargir la capacité des gens à aborder des solutions. En ce qui concerne le trafic de drogue, et moi j'ai regardé le travail de Mathieu Kassovitz qui a été projeté cette semaine sur l'éventualité d'une légalisation, et puis il a fait témoigner Justin Trudeau au Canada, montrant l'expérience exceptionnelle de nos amis canadiens. Je pense qu'il faudrait ouvrir cette solution
solution-là, parce que au-delà des débats très passionnés sur blablabli, blablabla, il y a des économistes comme Emmanuel Ducrot, qui est une des plus grandes économistes françaises, qui a travaillé là-dessus pour montrer qu'on devrait envisager la légalisation. Et puis deuxième point, mon colonel, et c'est un commandant qui vous le dit ainsi, je crois que face à des guerres comme ça, vous et moi, on sait très bien qu'il n'y aura jamais de solution avec le code pénal. Non, c'est clair. Qu'est-ce qu'a fait la France au moment des attentats? Qu'est-ce qu'ont fait les services spéciaux? Qu'est-ce qu'a fait le service action de l'armée pendant les attentats à la fin de la guerre en Syrie? Tout le monde sait ce qui s'est passé pour endiguer la menace. Absolument. Et face à une mexicanisation ou une sud-américanisation du trafic de drogue, avec des gens qui ont des armes de guerre et des moyens considérables, eh bien, c'est pas un petit Glock et quelques bataillons qui vont endiguer ça. Et ça fera de plus en plus de morts. Donc, vous voyez, juste pour conclure, de dire, il faudrait élargir la fenêtre de réflexion pour arriver à trouver des solutions. Et pour l'instant, ces solutions, nous ne les avons pas. Et c'est de pire en pire. Et ça nous coûte de plus en plus cher. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous débattons, nous commentons l'actualité avec Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Rebonjour. Najouel a été docteur en droit public. Et je rappelle votre dernier livre, Laïcité et République, aux éditions L'Harmattan. Fabrice Hakoun, chef d'entreprise. Vous avez publié Rallumons les lumières aux éditions L'Archipel, ce livre qui propose des solutions pour sortir la France de l'obscurité. Et Jacques Isabello, communicant et fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Montpellier, Viry-Châtillon, violence illimitée chez les jeunes. Que faire? On va parler du vote sanction qui est vraisemblablement attendu aux européennes. C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Mais on continue notre tour de table avec ce qui a retenu votre attention. Fabrice Hakoun, c'est un coup de gueule, évidemment, et auquel je vais ajouter d'autres informations. Oui. J'ai lu que Sciences Po Menton, donc aujourd'hui, il était quasi impossible, voire impossible, d'être juif et de faire ses études à Sciences Po Menton. Donc les bras m'en tombent. Je veux dire, face à ça, on est dans une situation. Mais je voudrais le rapprocher d'une situation que j'ai pu connaître il y a quelques années, où effectivement, alors que je parlais à des jeunes de Villiers-le-Bel, on me disait non, mais aujourd'hui c'est plus possible d'aller à l'école à Villiers-le-Bel, l'école publique à Villiers-le-Bel, quand on est juif. Et donc ça, c'était il y a quelques années. Et finalement, aujourd'hui, on retrouve la même chose, puisqu'il y a une espèce de translation, un phénomène de translation, et on se retrouve aujourd'hui avec la même chose à l'université. Et puis demain, ça va être quoi dans le monde du travail? Donc il y a, je pense qu'on a un très gros souci, c'est que finalement, et on parlait, c'est le communicant probablement qui va pouvoir nous éclairer, mais je crois qu'il n'y a pas de consensus réel en France pour lutter très fortement contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme, parce qu'en réalité c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout le monde est victime en fait aujourd'hui de cette haine qui oppose en réalité non pas l'islam et les musulmans au reste du monde chrétien, judéo-chrétien, etc., mais ceux qui veulent vivre dans un monde libre et ceux qui acceptent aujourd'hui le diktat politico-religieux. Il y a un vrai séparatisme, hein, c'est ce qu'on peut dire. Il y a Julien Drey hier qui signalait qu'à la Sorbonne Nouvelle dans le 12e, une énorme banderole à l'entrée sioniste hors de nos facs. Ça veut dire en gros effectivement les juifs dehors. Et comment on va faire le tri, demande Julien Drey. Ceux qui ont des kippas, une étoile de David, c'est inacceptable. Et puis un autre fait qui a été moins relayé, ce qui tente à aller dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire que ça ne fait pas de vague. Un tag antisémite entache l'avenue de Bernard-Henri Lévy à la grande synagogue de Marseille. Sur la façade, Free Gaza et BHL, tu paieras pour le génocide. Le BHL, casse-toi. Je veux dire, il y a quand même une situation. C'est la pure essentialisation. On est dans l'essentialisation, puisque dès qu'on voit aujourd'hui un juif se présenter dans une université ou je ne sais quoi, on lui dit tu es responsable du génocide, etc. Donc ce qui est rejeté d'un côté, c'est-à-dire l'amalgame, etc., qu'on fait toujours attention quand il y a un problème d'attentat ou je ne sais quoi, de dire attention, surtout pas d'amalgame, ça s'applique pas aux juifs. Aujourd'hui, on considère qu'effectivement, en tant que juif, on est essentiellement à la fois coupable et responsable, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a cette notion de culpabilité en fait du blanc. Je pense
que c'est vraiment cette difficulté qu'on a justement à faire le distinguo aujourd'hui. Le juif est assimilé au blanc et cette notion de culpabilité immanente, donc qui est celle dont on considère qui est celle de l'Occident finalement, les juifs représentant l'Occident. Mais c'est très très inquiétant. Oui, alors il y a un contexte en ce moment quand même. Il faut le souligner. Donc dès que l'émotion, puisque vous y appelez à l'homme de communication, dès que l'émotion prend le pas sur la raison, eh bien d'un coup des comportements qui jusqu'alors étaient cachés se libèrent. Mais rappelez-vous que c'est très ancien. Je vais vous livrer un témoignage. C'était à l'époque sur le plateau d'Audrey Pulvar, quand elle était encore journaliste. On parlait des attentats et moi j'avais dit super, les attentats, on a tous défilé, etc., etc. Et je dis il y a quand même quelque chose qui me gêne. Je dis rappelons-nous que Mohamed Merah est quand même rentré dans une école et a tué des enfants. Personne n'avait défilé pour s'offusquer contre cet antisémitisme qui était présent et qui là s'affirmait, de mon point de vue, de manière extrêmement criante. Enfin, je veux dire, quand on touche à des enfants, c'est l'interdit absolu. Et hors plateau, il y a plein de gens qui m'avaient dit « Ouais, tu vas un peu fort, est-ce que c'est véritablement le sujet ?» Et je leur avais dit « Évidemment que c'est le sujet !» Parce que ce qui est visible, eh bien, comme une maladie, on le commente. Mais comme le disent les sapeurs-pompiers, ils disent quand une victime crie, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a encore le sentiment de la douleur. C'est quand elle crie pas que c'est très grave parce qu'elle est en train de mourir. Et finalement, on s'était pas offusqué à l'époque de cette non-réaction. Et déjà, à l'époque, à ce moment-là, on s'apercevait bien que d'une manière, on faisait une différence entre les victimes. Et moi, ça m'avait énormément choqué. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est ni plus ni moins que l'accumulation de tout un tas de ressentiments, eh bien, qui font à un moment sortir des gens sur les réseaux sociaux. Et je vais juste conclure très rapidement. Ça, on l'a étudié dans le cas de ce qu'on a appelé le scandale Cambridge Analytica. Aujourd'hui, on sait que les Russes ont identifié des techniques cognitives qui permettent sur les réseaux sociaux de dire lui, elle, si on appuie sur tel sujet, on peut le transformer en un monstre sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui s'est passé au moment du scandale Cambridge Analytica qui a amené des gens à prendre la parole sur des sujets atroces et à faire monter le vote de Donald Trump. Et on sait c'est le biais algorithmique. C'est le biais algorithmique qui aujourd'hui est en train de biais cognitif et biais algorithmique qui est en train de transformer en profondeur la société. C'est d'ailleurs la technique qu'utilisent en fait les présidents américains depuis quelques années pour se faire élire. Non, mais l'université. Alors, pardon, Benjamin, allez-y, je vous en prie. Vous êtes à distance, Benjamin. Et oui, je suis à distance, mais j'aurais bien aimé répondre sur le sujet précédent, sur l'histoire de la légalisation et de la drogue, mais je pense qu'on va pouvoir y faire un parallèle. Je pense qu'on peut y faire un parallèle, malheureusement. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur cet antisémitisme rampant. C'est tous ces appels au boycott également économique qu'il y a sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a je crois bien, donc Sciences Po Menton, a priori on n'a pas le droit d'être juif, en tout cas c'est extrêmement compliqué, ce qui est scandaleux et illégal, bien évidemment, et inadmissible. Il en va de même également avec des grandes campagnes de communication d'appel au boycott d'entreprises françaises qui, soit par export ou autres, sont appelés à travailler avec Israël. De la même manière, il y a des grands groupes de distribution, voilà, je vais taire le nom, en tout cas, qui a demandé à ses épiciers de retirer le nom d'Israël sur les avocats pour éviter de créer des problèmes dans les magasins. Donc, si vous voulez, l'antisémitisme arrive maintenant jusqu'au rayon des fruits et légumes. Donc, je crois qu'il doit vraiment y avoir une prise de conscience. Cet antisémitisme rentre par le biais de l'université, par les réseaux sociaux, vous venez justement d'en parler. Et puis, il y a aussi autre chose, et là, ça va me permettre de rebondir, Valérie, sur le sujet précédent, c'est comment est financé cet islamisme rampant qui nourrit l'antisémitisme. Eh ben, c'est aussi par le trafic de drogue. Donc, avant de se poser la question de la légalisation, qui est un vrai sujet, parce qu'il y a des consommateurs, il y a des vendeurs, il y a des producteurs. Je crois que la première chose à faire avant de se poser la question de la légalisation, c'est de tarir le trafic. Les Kalachnikov, on les achète pas chez Leclerc. 1 kilo de shit, ça s'achète pas chez Leclerc. Ça passe la frontière. Donc on peut faire toutes les places nettes du monde et malheureusement, la personne sur le plateau dont j'ai perdu le nom, pardonnez-moi, soulignait effectivement le côté un petit peu chien-dent du trafic de drogue. Voilà, vous coupez une dizaine de chauffeurs, vous avez une dizaine qui repoussent et la place nette finalement n'a servi strictement à rien.
Donc voilà. Donc je crois qu'il faut de la fermeté sur l'antisémitisme. Il faut que le ministère des Finances et de l'Économie insiste là-dessus pour éviter ces appels au boycott et fasse en sorte qu'aucun commerce ne se sente brimé à préciser l'origine des produits. C'est quand même hallucinant. Non, mais là, il y aura quoi à l'entrée de la porte? Il y aura interdit aux Juifs à l'entrée de la porte et on sera revenu 80 ans en arrière. Le danger est là. Mais là, on parle oui, enfin, ce que vous dites est juste, mais c'est vrai que ces affiches à l'entrée des facs sont particulièrement choquantes et inacceptables. Et Valérie, si vous permettez juste une petite remarque, très brève, excusez-moi, parce qu'elle est importante pour recentrer le débat. Ça peut paraître être un débat de niche, l'antisémitisme, finalement, ça concerne, il y a 450 000 juifs en France, ça concerne toute la nation. Je peux vous dire que moi j'ai un ami français, catholique, français de souche qui m'a dit un jour, Fabrice, toi t'as de la chance parce que si ça déconne vraiment, si ça déconne complètement, tu as où aller, pas nous. Vous voyez, je veux dire, faut bien comprendre. Voilà. Mais, et donc, il faut bien comprendre. Alors, des gens me disent rien ne justifie le massacre à Gaza. Oui, on est. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis dans ce cas-là, alors les Ouïghours, les Rohingyas, donc en Birmanie, les Tibétains, Poutine a accessoirement rasé Grozny. Enfin, je veux dire, c'est quand même il y a quand même quelque chose d'assez curieux. Cette focalisation est assez curieuse. Oui, non, mais ce problème, il est quand même rampant et il date quand même de plusieurs années. L'université est gangrénée par l'idéologie islamo-gauchiste, on le dit souvent, par le wokisme. Vous avez également une chercheure, Florence Bergeau-Baclair, la courageuse chercheure, qui nous dit que vous ne pouvez pas travailler sur certains sujets de recherche, comme le frérisme, l'islamisme et d'autres thématiques. Donc l'université n'est plus ce lieu de liberté, de la recherche, du savoir. Vous ne pouvez même plus organiser des conférences et on le dit à chaque débat quand il y a ce type de problème. Vous avez également, souvenez-vous aussi, ces affiches des otages du Hamas arraché dans les universités françaises, mais j'ai envie de vous dire, le problème il n'est pas que français. Il touche l'Occident. Ça s'est passé aux États-Unis. Vous souvenez-vous des manifestations contre le gouvernement, en effet, Netanyahou. Après, on en pense qu'on veut du gouvernement Netanyahou, mais le 7 octobre 2023 a été le summum de la barbarie. Et bien ça, certains l'effacent par idéologie. Et donc non, ce n'est pas acceptable. Et oui, il faut une réponse ferme, parce que vous disiez, il faut lutter contre l'antisémitisme, mais ce combat, il fait partie en effet de la lutte contre le racisme de manière globale. Et donc oui, ce n'est pas acceptable. Absolument. On marque une pause et on se retrouve dans un instant et on va revenir sur ces agressions de plus en plus violentes de collégiens, d'enfants de plus en plus jeunes également. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On va revenir sur ces deux agressions. On a évoqué celle de Samara hier à Montpellier. Et hier, c'est en Essonne, un collégien violemment agressé à la sortie des cours. Son pronostic est agressé, un adolescent de 15 ans. Il a été passé à tabac en sortant du collège. Ces agresseurs ont pris la fuite. Il n'y a pas eu d'interpellation pour l'instant. Ces violences ne sont pas nouvelles, mais elles sont effectivement de plus en plus violentes, avec ce que Maurice Berger avait décrit déjà depuis des années, c'est-à-dire avec des enfants qui deviennent des barbares, qui n'ont plus la notion du bien et du mal, qui ne savent plus faire semblant et qui ne voit pas que la mort est quelque chose qui n'est pas un problème. Quelle solution? On le savait. Est-ce qu'il y a eu des défaillances dans le collège de la jeune fille à Montpellier? On a souri tout à l'heure, souris jaune, en entendant parler de mission flash de la part de la ministre de l'Éducation. Quelle solution? Quelle solution? Je ne sais pas, Jackie Isabello. Je vais peut-être dire quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire, mais
c'est vrai que depuis Shakespeare, depuis West Side Story, les violences entre des groupes définis qui finissent par se tailler au couteau, West Side Story l'a complètement esthétisé. Donc c'est vrai que ces confrontations violentes entre communautés, entre groupes de jeunes, c'est pas nouveau. 14 ans, 13 ans, Samara, elle a 13 ans. Oui, je vous avais dit. Alors, j'ai pas terminé. Ce que je trouve aujourd'hui assez choquant, et c'est là où il faut essayer de travailler la réponse, c'est qu'à la différence de West Side Story, aujourd'hui, on a la capacité de suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a des sociétés qui sont capables de vous dire tel sujet, ça va flamber, machin. Et donc, dans les lycées, on ne leur donne pas les moyens, ils sont pas armés pour organiser une communauté où certains pourraient alerter, des lanceurs d'alerte en disant Madame, Monsieur, il y a un truc qui est en train de se développer, ça risque de mal se passer entre des groupes. Je dis pas que ça serait la solution, mais en tout cas, on a la possibilité de monitorer des choses et d'essayer de faire en sorte, à un moment, en préventif, de réunir des groupes en disant attention, vous risquez de tomber dans l'innommable et voilà ce qui peut se passer. Et c'est là où la perpétuation de cette violence avec des passages à tabac qui font des morts, moi, me choque. Le sujet est pas ancien, mais par contre, qu'on n'arrive pas du tout à mieux le contrôler et à éviter cette hyper-violence et surtout la constitution de groupes qui, comme l'ont décrit les sociologues de gestion des foules, se montent le bourrichon et sont capables de tuer quelqu'un. Et quand ils vont s'apercevoir de ce qu'ils ont fait 2 jours après, on retrouvera des espèces de petites choses de 13 ans qui seront terrorisées par... Pas du tout. Pour lisez Maurice Berger, qui n'est pas politiquement correct, ils n'ont aucune conscience du mal qu'ils font. Je répète cette phrase de son dernier livre. Ils n'ont aucune conscience du mal qu'ils font. Oui, mais vous dites après... Je ne les déculpabilise pas, Valérie. Ils regrettent après. Non, ils ne regrettent pas. Ils n'ont pas conscience. Maurice Berger raconte qu'un enfant, un jeune en centre fermé qui a lynché un autre gamin, au dernier moment, ne l'a pas tué, alors qu'il était en position de le tuer. Le jeune est envoyé en centre fermé. Maurice Berger, qui a un entretien avec lui, qui est donc un pédopsychiatre, lui dit « Pourquoi tu ne l'as pas tué ?» Et il répond « Parce que mon copain m'a retenu par la capuche. » C'est-à-dire que la notion de mort n'existe pas. Il n'y a pas de culpabilité. Donc moi je suis pas du tout d'accord avec vous. C'est pas West Side Story. On a aujourd'hui affaire à des barbares. J'entends votre point de vue, Valérie. Sur un plan philosophique, déjà, je pense qu'on vit dans une société qui est plutôt inspirée du modèle collectiviste. On veut collectiviser la garde des enfants, on veut collectiviser la garde des vieux, on veut collectiviser la santé, on collectivise tout. Et en fait, on a voulu collectiviser l'éducation des enfants. Et on a considéré que c'était le rôle de l'école d'éduquer et d'instruire. Sauf que comme l'école et l'État est déficient dans ce domaine et que il n'y a pas de cellule familiale qui fait ce travail-là, parce que normalement c'est le rôle de la cellule familiale. L'école, elle est là pour instruire, elle n'est pas là pour éduquer. Or on a finalement un peu déresponsabilisé les parents. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a un problème de responsabilisation. Il faut impérativement responsabiliser. Je vais juste vous lire une phrase d'une femme que j'admire absolument, qui s'appelle Michael Paty, qui est la sœur de Samuel Paty, qui dit: persister dans son aveuglement n'est pas une erreur, c'est une décision. Et je le dis dans mon livre à plusieurs endroits. En fait, la France, quand elle veut, elle peut. L'État est très fort, il est très structuré, très administré. Quand l'État ne fait pas en France, c'est qu'il ne veut pas. Donc il y a une décision en fait aujourd'hui, selon moi, parce qu'on considère que c'est un amortisseur social que de laisser un certain nombre de jeunes livrés à eux-mêmes, que quand on vole des montres, finalement, après tout, une montre à 10 000 euros ou 15 000 euros, c'est pas normal d'en avoir une, c'est de la provocation, donc c'est pas grave s'ils la volent, et puis si ça fait un amortisseur social, tant mieux. On a un vrai problème autour de tout ça. Mais Najwa, vous qui fréquentez les salles d'audience, les tribunaux, vous les voyez, ces jeunes ? J'ai même une affaire en cours dont je m'occupe, où l'école publique, et je l'ai vu, est complètement à la dérive, complètement en crise, puisque elle devient non plus uniquement le lieu de la transmission des savoirs, mais le réceptacle de ce qu'est devenue la société, c'est-à-dire une société violente, une société décivilisée, parce que faut parler de décivilisation. C'est le mot qui est employé ce matin. Et puis à juste titre. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que face à ça, on a des jeunes, et je le vois dans l'affaire sans trahir le secret de l'instruction, je vois dans l'affaire que je traite des jeunes qui manquent d'empathie totale. Et le premier rendez-vous avec l'autorité,
c'est la justice, c'est devant le juge. Bien sûr. Après, je vous dis pas que la décision, on va dire, de fermeté suit, mais en tous les cas, le premier rendez-vous avec l'autorité, c'est la justice, puisque vous avez des parents qui sont pas responsables de rien, d'ailleurs, irresponsables de tout. Des mères isolées aussi, faut le constater aussi, bien sûr. des mères isolées bien complètement dépassées parce que dans la journée, elles bossent et elles sont complètement dépassées. Et puis, il faut bien le dire, des familles complètement éloignées, faut le dire aussi, de nos valeurs républicaines. Et donc là, on peut parler aussi d'une immigration, eh bien, qui se fout. Je dis pas l'ensemble. Attention, parce que moi-même, issu de l'immigration. Je sais qu'il y a des, je sais qu'il y a des personnes de valeur qui aiment la France, qui travaillent, et d'ailleurs de manière, la majorité, voilà, et c'est la majorité. Et oui, c'est très juste, et c'est la majorité. Sauf que vous avez une minorité complètement déconnectée de nos valeurs, et on le voit parce que à l'école. Maintenant, vous avez des problèmes ethnico-religieux et on le voit avec. On les a passé à Montpellier, on les a chez les chauffeurs de bus, vous l'avez partout. Benjamin Cauchy. Oui. Déjà, je me porte en faux sur la romantisation des drames qu'il peut y avoir partout en France. Le côté West Side Story, ça me rappelle vaguement une chercheuse qui avait parlé de Roméo et Juliette dans l'affaire Crépol. Donc surtout, honnêtement, je pense que c'est contre-productif d'aller chercher à romantiser des événements comme ça. La deuxième chose qui me choque, la première autorité, c'est celle des parents, c'est pas celle de la justice. Quand on a 13-14 ans, ok, on va excuser, on peut trouver des excuses, et je crois que la justice s'amuse à cela depuis trop longtemps, malheureusement. Mais si on ne met pas un coup de frein, et si on ne met pas les parents face à leurs responsabilités parentales, on n'arrivera à rien. Si encore une fois, on s'attend à ce que l'État s'occupe de tout, l'État n'est même pas capable de gérer nos finances, comment voulez-vous qu'il gère la psychologie et l'état d'esprit de nos petits chérubins dans les classes, quoi. Première chose. Deuxième chose, il y a un conflit communautaire qui est latent. Avant, l'école était, comment dirais-je, tout le monde disait que c'était le temple qui était préservé de l'horreur qui se passait sur nos territoires. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'école, c'est le catalyseur de tous les délires communautaires qu'il peut y avoir dans notre pays. Moi, je pose une question sur l'usage des réseaux sociaux. Il y a des pays autoritaires ou non qui ont posé le sujet sur la table. On peut poser la question de TikTok aussi. Si les gamins n'ont pas conscience de la mort, c'est peut-être parce que la culture et la génération jeux vidéo s'autorisent à avoir plusieurs vies. Voilà. Donc je pose la question. J'ai l'impression qu'ils ne vivent plus dans notre réalité. Ouais, enfin c'est en tout cas encore une fois. Et les parents, n'oublions pas les parents. Les parents, c'est l'éducation. Après, ce qu'évoquait Najwa sur des mères qui élèvent seuls leurs enfants, véritable problème de société. Donc il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de faire semblant, il n'y a pas de contact en fait. C'est ça la vraie problématique. Mais parce que le problème il est protéiforme en fait. Ouais. Il est protéiforme, mais on n'a pas une solution, parce que nous on aime bien, on est jacobins, centralisateurs, on aime bien la grande solution qui va régler tous les problèmes. Mais en fait, il y en a pas qu'une, il y en a plein. Il y a des structures qui peuvent accueillir effectivement ces mères isolées. D'un autre côté, il y a probablement des familles avec lesquelles il faut faire preuve d'une très grande fermeté, parce que c'est un choix. Délibéré. C'est un choix délibéré que les enfants en marge de la République. Donc il y a pas de. Mais pour ça, il faut accepter d'aller dans le détail pour régler le sujet. Ouais. On va revenir sur l'agression de Montpellier, en particulier sur l'intervention de la mère de Samara qui était hier chez Cyril Hanouna. Tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On va parler des européennes avec notre sondage. Les Français, les jeunes en particulier, se désintéressent d'Emmanuel Macron. Ils ne le suivent plus. On va en reparler dans un instant. Mais tout de même, sur l'agression à Montpellier, la maman de Samara était hier chez Cyril Hanouna. Elle a raconté ce qui était arrivé à sa fille, son harcèlement, qu'elle se faisait cracher dessus, qu'elle se faisait traiter de couffard, mais à la fin de son intervention, elle a pris son téléphone et elle a lu ce texte. Mettre juste les choses au clair. Je dénonce l'instrumentalisation de la souffrance de ma fille par l'extrême droite. Nous sommes une famille musulmane. Ma fille est pratiquante et pieuse. Elle observe le jeûne du mois de Ramadan et fait la prière 5 fois par jour. J'incrimine la fille qui a harcelé ma fille, pas une communauté. Il faut bien le préciser. Alors ce n'est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion.
Voilà, donc je signale que Jérôme Guetsch, qui n'est pas particulièrement à l'extrême droite, a saisi le procureur de Montpellier pour des menaces de nature religieuse. On sent qu'il y a une trouille, en tout cas, parce que c'est elle, la mère, qui a dit elle se fait traiter de couffard parce qu'elle vit à l'européenne, elle se fait traiter de mécréante, et visiblement ce texte était écrit et prévu, Najwa. Oui, tout à fait. Enfin, je le pense. Après, je le pense sincèrement. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle subit une pression des menaces du quartier. Pourquoi ? Je vais vous raconter une anecdote que j'ai déjà racontée sans doute. Quand j'étais adjointe au maire à la ville d'Évry-Courcouronnes, on avait organisé, donc la mairie avait organisé une visite de Notre-Dame de Paris. Donc visite non cultuelle mais culturelle. Et j'avais deux femmes il y avait deux femmes d'un des quartiers d'Évry qui s'étaient inscrites à la visite. Et au retour de cette visite, je pose la question est-ce que ça s'est bien passé ? Alors on m'a dit c'était super, sauf que il y a deux jeunes femmes qui étaient voilées, mais qui ont subi la pression du quartier parce qu'elles sont allées visiter la cathédrale Notre-Dame, donc considérée comme un lieu cultuel aux yeux de certains. Donc c'est un lieu cultuel mais à la fois culturel, et elles ont été menacées pendant des semaines, et en plus c'était à la veille du Ramadan. Donc autant vous dire stigmatisées par la communauté, parce que les mots ont un sens. Vous voyez, quand la maman de la victime lit, elle dit je ne cible pas une communauté, c'est-à-dire que sa réaction quand elle disait eh bien c'est parce qu'elle ne porte pas le voile, sa réaction c'est de se protéger, de dire attention, je ne vise pas une communauté, je ne vise pas l'islam, mais bien sûr, mais ce qu'elle vise, c'est la réalité, c'est un certain islam radical qu'il faut combattre et dénoncer, parce que le poison c'est le déni et pas de récupération. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous dites et vous dénoncez les choses, c'est l'extrême droite. Et ben non, moi je suis pas d'extrême droite et pourtant je dénonce cela. Vous savez ce que disent les étudiants, l'Union des étudiants juifs, donc qui est allée à Menton et qui dit on aimerait bien qu'il y ait pour défendre l'accès à tous à l'université à Menton d'autres personnes que le député RN. Parce que c'est le seul aujourd'hui, donc il s'est opéré un pivot quand même très singulier dans ce pays. Oui, Stéphane, je pense, un auditeur, je pense qu'on a répondu à votre question. Elle dit, elle ne peut pas penser simplement par elle-même, cette dame. Pourquoi cette suspicion ? On pense à elle et ce wokisme extrême. Non, Stéphane, je pense que Najwa a bien répondu. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle explique que sa fille est victime d'une certaine manière d'un islamisme, d'un islam radical, qui reproche à sa fille de ne pas être une bonne musulmane. Et après, quand on dit ce texte, elle le lit, il est écrit, alors qu'elle aurait pu le dire avec ses mots, comme elle était là depuis 3/4 d'heure. Benjamin Cauchy. Oui, il y a quand même un paradoxe extraordinaire entre l'expression initiale quand elle parle de couffard, qu'elle vante les cheveux rouges de sa fille, habillée à l'européenne, qu'elle ne porte pas le voile et que c'est sans doute le préjudice. Et puis finalement, 2 minutes après, elle devient pieuse, elle fait la prière 5 fois par jour, elle a fait le ramadan, le jeûne du ramadan. Donc il y a quand même une distorsion qui est extraordinaire. Ma question, c'est qui a écrit ce texte ? Est-ce qu'elle a été obligée de le lire par pression ? Faut-il protéger également la maman ? A-t-elle subi des pressions ? Moi, c'est le genre de question que je me pose. Et effectivement, on sent bien qu'il y a une emprise communautaire, une emprise islamiste. Il faut dire les choses. L'islam en France est en train de changer de visage, et y compris ceux qui veulent pratiquer l'islam librement à l'européenne entre guillemets, eh bien, sont en train de subir ce que Houellebecq appelait la logique de soumission. Donc, je suis extrêmement inquiet par rapport à cela. Et moi, ce qui m'inquiète au-delà de ces affaires comme à Montpellier, mais qui se répètent dans d'autres villes, soyons bien clairs, là, la différence, c'est que pour une fois, c'est une petite beurette qui s'est fait taper dessus. On dit les choses. D'habitude, c'est les petits blancs. Bon, alors les petits blancs, on dit rien, voilà. Mais quand c'est une petite beurette, alors là, attention, on est en train de se rendre compte que l'islamisme, en fait, est en train de toucher non pas seulement des gens qui seraient soi-disant des Français de souche, des gens d'extrême droite ou des gens dans la ruralité. Non, ça touche tout le monde, y compris des enfants d'origine étrangère qui cherchent à vivre tranquillement, à s'éclater, à vivre leur foi s'ils le souhaitent.
Et c'est ça qui est dangereux. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que en réalité, ça fait des années, voire des décennies que ça touche toutes les populations, y compris les musulmans. Je veux dire, cette gamine dont j'ai oublié le nom, qui a été brûlée vive. Enfin, il y a toujours eu dans les attentats islamistes, ils ne font aucune distinction. Ahmed Merabé a été abattu à bout touchant. Pourtant, on voit, je veux dire, le Kouachi a bien vu qui c'était, etc. Donc, je crois que malheureusement, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que c'est pas un affrontement entre l'islam d'un côté ou les musulmans d'un côté et les blancs, chrétiens, juifs, je ne sais quoi de l'autre. C'est un affrontement entre deux modèles de société. Il y a deux modèles de société. C'est bien que vous rappeliez ça. C'est bien que vous rappeliez ça, Fabrice. Et rappelez-vous, Benjamin, quand même que pendant ce qu'on appelait ici les événements en Algérie, le FLN faisait taire les mouvements algériens qui étaient beaucoup moins radicaux. Et puis pour les chiites, le premier ennemi, ça s'appelle les sunnites, et c'est les premières victimes quand même. Donc voilà, il faut remettre ça en perspective. Moi, je dirais juste quand même, c'est un peu dommage que derrière cette catastrophe d'une gamine qui se fait tabasser, et bien finalement le débat des vies de la victime y a-t-il eu manipulation, voilà. Donc, ayons une pensée pour cette comme si elle était coupable, mère, même si elle est allée s'afficher sur une chaîne de télé, voilà. Mais on dit pas le contraire. On dit pas le contraire. Au contraire, on dit pas le contraire. Non, elle s'est affichée sur toutes les chaînes de télévision. Mais moi, je le rappelle, voilà, tout le monde a témoigné et j'entends tout ce que vous avez dit. J'ai pas à le critiquer, mais je rappelle le fait générateur, et je m'inscris tout à fait dans la ligne de ce qu'a quand même rappelé Fabrice. Ça concerne tout le monde et ça n'est pas qu'aujourd'hui. Non, mais il faut, oui, Fabrice, un dernier mot. Non, ça juste ça s'aggrave. Non, mais exactement, ça s'aggrave. Oui. Ça se radicalise parce qu'on a aujourd'hui une extrême gauche en France qui a intérêt au chaos. Et donc, il continue à encourager cela. Mais regardez ce qui s'est passé à Sarcelles. J'ai plus le nom de cette autrice, pourtant j'ai chroniqué son bouquin, qui est née à Sarcelles, qui a grandi à Sarcelles, qui a fait des études remarquables, qui est devenue journaliste. Et elle raconte la transformation de Sarcelles entre des communautés J'en parlais récemment. Et puis voilà, les choses se sont transformées. L'islamisme radical. Après, la question qu'on peut se poser et de se dire, pour sortir de ces querelles de chapelle, comment faire en sorte que cette communauté musulmane avec laquelle moi j'ai vécu, qui a beaucoup travaillé en France, qui ne supporte pas ces principes de radicalisation, qui est victime de ça, ne peut pas aujourd'hui s'organiser pour être un contrepoids face à ce radicalisme islamisme. Et ça, c'est une question, qu'on a envie d'avoir. Et comment on peut faire pour mieux les aider à l'organiser? Il y a eu des initiatives, rappelez-vous ce qu'a fait Sarkozy, bon, ça a capoté, Macron a essayé de relancer ça, on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Non mais c'est une question intéressante parce que, je vais pas raconter ma vie, mais étant française de confession musulmane, vous avez sans doute une expérience. On me dit, Najwa, pourquoi en effet vous vous organisez pas entre Français de confession musulmane par rapport à cet islam que vous pratiquez et qui n'a rien à voir avec cet islam radical. Sauf que je vais vous dire, on est nombreux en tant que Français de confession musulmane à mener le combat, mais avec d'autres personnes qui défendent en fait la laïcité. On veut pas se communautariser, vous voyez. On est contre ça. Vous voyez, il y a pas si longtemps, il y a quelques années, il y avait cette campagne Not in my name par rapport à des attentats qui ont eu lieu dans en Angleterre. Oui, exactement. Not in my name. C'était des attentats islamistes, etc. Et là encore, mais pourquoi tu t'affiches pas avec d'autres, avec Not in my name, vous Français de confession musulmane? On ne veut pas se communautariser. Les combats, nous les menons, et je le vois, on est nombreux. Bien sûr. Nous les menons dans les combats laïques. D'ailleurs, on fait partie de groupes laïques et on mène ce combat parce que c'est le combat de toutes et tous. C'est pas un combat communautaire. C'est tout le problème de la définition. Est-ce que c'est efficace? Fabrice et moi, on va vous dire, comme vous allez brandir votre ornementation d'avocate, on va vous dire, sur les affaires militaires, voilà, il est colonel, moi je suis commandant, on est un peu mieux informés. Votre expérience, moi je fais des marathons, si vous m'expliquez comment il faut s'entraîner, je vais vous dire, t'es sympa, mais j'en ai fait plein, je sais comment il faut faire. Il y a un moment, c'est de se dire, ça marche pas. Est-ce que vous êtes mieux informé, plus légitime et surtout plus convaincante
pour dire là, il y a un moment, un combat que je dois endosser comme en tant que femme de loi. Vous êtes capable d'endosser comme en tant que femme, homme d'uniforme. Je l'endosse avec d'autres. Voilà, parce que ça ne marche pas comme ça aujourd'hui, et qu'il y a énormément de gens avec qui on a vécu, parce que les Isabello d'hier, ils s'appellent Ben Machin aujourd'hui, vous voyez. Donc, non, mais je vais vous dire, je l'endosse avec d'autres. Il faut faire autrement. Et le problème, c'est qu'on est aussi pointé du doigt en disant, en fait, vous êtes des traîtres. En fait, on a juste deux modèles de société qui s'opposent. C'est ça. C'est le drame, c'est qu'on a deux modèles de société qui s'opposent. On a le modèle, c'est le titre Allumons les Lumières, c'est pas pour rien. Vous avez le modèle de société républicain basé sur les valeurs des Lumières qui, en fait, prennent au centre de la société l'individu. Et vous avez d'un autre côté un modèle, parce que l'islam radical est un modèle politique, ça n'est pas une religion. Et vous avez de l'autre côté un modèle politique qui est très utile dans les pays où on est organisé en tribus, parce que ça permet de fédérer autour d'une abstraction. Et on a ce modèle qui arrive en France, qui est un modèle basé sous la Oumma, sur la communauté des croyants. Vous n'êtes pas un individu, l'individu n'existe pas, c'est le groupe qui compte. Et là, quand vous avez ces deux modèles politiques qui s'opposent, c'est très compliqué. Et puis, il y a toute la question aussi du dysfonctionnement de ce collège, de savoir pourquoi rien de ce lycée. Collège. Au début, ils ne sont pas armés idéologiquement. Puisque visiblement, il y avait eu des signalements et que rien n'a été fait. On va revenir sur les européennes et sur notre sondage. Emmanuel Macron a perdu la confiance des jeunes. Et pas que des jeunes d'ailleurs, puisque pour avoir échangé avec Frédéric Dabi, les seniors, enfin les retraités, qui votaient Macron sont en train de se déporter vers le Rassemblement national. On y revient dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Précision de notre camarade Christine Bouillot qui nous écoute. Elle me dit, attention, des signalements avaient été faits depuis plus d'1 an. La jeune fille interpellée, exclue 2 jours l'an dernier. Ok, exclue, mais elle est revenue. Des professeurs avaient aussi alerté de récents faits, mais c'est là que l'information de ne pas laisser sortir Samara seule n'aurait pas été transmise à la vie scolaire qui gère les entrées et les sorties. On ne peut pas tout à fait dire que le collège n'avait rien fait. Oui, peut-être qu'on a cru que la jeune fille s'était tenue à carreau, mais peut-être effectivement la situation est certainement beaucoup plus compliquée que ce qu'on c'est ce que je disais au début, cette anticipation. Aujourd'hui, sur les réseaux, on voit monter les choses. Absolument. Tous les gamins vous disent, ça faisait un moment qu'ils s'interpellaient, qu'ils se menaçaient, qu'ils se balançaient des choses, sauf qu'ils sont pas armés, c'est pas leur métier. Quelles sont les procédures? Est-ce les procédures il y a quelque chose qui est en train de pénétrer le collège, alors qu'on a voulu laisser, rappelez-vous, en un temps où on disait, comment ça, mais un policier rentre dans un collège, mais jamais vous dire l'uniforme, la religion, pareil dehors. Et bien aujourd'hui, comme la désinformation, la guerre de l'information, ces confrontations par l'intermédiaire d'un outil, on va pas dire spécialement, mais d'un outil, est en train de pourrir l'ambiance d'un collège, et personne ne sait comment on doit s'en servir pour pacifier des situations qui ne peuvent pas s'emballer comme ça. C'est plus possible. Allez, comment Emmanuel Macron a perdu la confiance des jeunes? C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Le Figaro. Donc les intentions de vote pour la liste Renaissance en vue des élections européennes sont au plus bas chez les moins de 35 ans, un chiffre catastrophique, 7%. C'est les intentions de vote pour la liste Renaissance chez les moins de 35 ans. C'est assez inquiétant pour cette liste. Le camp d'Emmanuel Macron est nettement distancé par le Rassemblement national. Ça, c'est le 30%. Les écologistes, 40%. La France insoumise, 10%. Et jeu égal entre les Républicains et de François-Xavier Bellamy. Et la question, alors donc on va revenir sur ce désintérêt des jeunes, ou en tout cas un vote sanction à l'égard du président de la République, c'est une autre des questions qui a été posée. Est-ce que vous allez soutenir le président de la République dans ce vote des élections européennes? 19% répondent oui. Vous allez le sanctionner, 41% répondent oui. Vous ne vous prononcerez pas en fonction de votre opinion sur l'action du président de la République, 40%. Bon, mais il y a quand même 41% qui estiment que ce vote des européennes sera un vote sanction. Déjà sur les jeunes, comment vous l'analysez, vous, Najwa? C'est quand même pas beaucoup. C'est étonnant. Non, mais je vais vous dire pourquoi c'est étonnant, parce qu'on est dans le paradoxe. Vous avez un président de la République quand même jeune, un premier ministre, donc
jeunes également, et puis une communication qui va avec. Vous avez un président de la République qui va sur TikTok, alors je sais pas Snapchat, mais en tous les cas sur les réseaux sociaux pour parler à cette jeunesse. Vous avez un Premier ministre également, et puis même d'autres membres du gouvernement qui choisissent cette communication pour cibler les jeunes. Souvenez-vous également le rendez-vous donné par le président de la République à l'Élysée, où il avait invité des youtubeurs, McFly et Carlito, puis ça avait fait couler beaucoup d'encre en disant c'est un scandale. Enfin, je veux dire, c'est pas crédible. Le président de la République, ça baisse à inviter à l'Élysée des youtubeurs, etc. Mais ça fait partie d'une stratégie. La cible, c'était les jeunes. Elle est ratée. On voit elle porte pas ses fruits. On a Marie qui nous dit les jeunes font la queue au Resto du Cœur pour manger. Faut peut-être pas s'étonner. Oui. Sauf que, sauf que vous avez quand même, ce gouvernement a mis en place le repas à 1 €. Faut le rappeler. Après, je dis pas que c'est la solution à tout. Enfin, il y a une vraie misère des étudiants que rencontrent les étudiants. Mais bon, il y a eu quand même des mesures qui ont été prises. Pour en avoir bénéficié au sein de mon cabinet, quand même l'aide aux entreprises qui prennent des apprentis, ça a explosé. Donc ça, quand même, c'est une aide aux jeunes. Mais ça, vous voyez, la communication ne porte pas, les mesures prises en leur faveur ne portent pas. Mais j'ai envie de vous dire, d'une certaine manière, il semblerait qu'ils relativisent, parce que ceux qui vont aller voter en réalité, c'est les personnes âgées. C'est pas. Oui, mais qui, selon Frédéric Dabi, se déportent aussi vers le Rassemblement national. Vous avez raison. Les contrats d'apprentissage sont à un niveau historiquement haut, vous l'avez dit, le chômage des jeunes a baissé, les émissions de CO2 ont diminué de près de 5% en 2023. C'est une politique pour les jeunes, c'est ce que répond l'Élysée, et que le destin des générations futures est toujours une boussole pour la France. Visiblement, ils ne sont pas entendus. Benjamin Cauchy. Oui, écoutez, moi je pense que les jeunes regardent la réalité et attendent finalement de là d'une communication digitalisée, McFly et Carlitoisée, comme vous voulez. Ils attendent une quête de sens. Une quête de sens, un projet. Et je pense que le vote écolo, à mon avis, c'est toujours cela, c'est sauvons la planète, donc chez les jeunes, ça y touche. Mais le Rassemblement national, c'est aussi, peut-être parce que le président de la République, peut-être avec des efforts dont vous venez de lister, un peu comme des éléments de langage, on peut pas vous le reprocher, mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être un déni de réalité. Et quand on a 19 ans et quand on est étudiante à Toulouse, à Paris, et qu'on a peur de se faire agresser, on dit quoi? On dit merci Emmanuel Macron d'avoir des statistiques sur la délinquance et l'insécurité qui sont en explosion croissante depuis 8 ans. Lorsqu'on a moins de 30 ans et qu'on a du mal à trouver un logement, parce que la crise du logement, ça fait 1 an et demi qu'on alerte le gouvernement sur le fait qu'on ne trouve plus de logement, il n'y a plus d'accession à la propriété possible, les taux sont trop élevés, l'État se désengage des logements sociaux et il n'y a plus la possibilité de se loger. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui a plus de 30 ans, qui est encore obligé de vivre chez papa et maman parce qu'il trouve pas de logement, il a envie de voter pour Emmanuel Macron? À un moment donné, je crois qu'il y a aussi cette perception-là à prendre en considération. Oui, ok, ils ont peut-être un job d'apprentissage qui leur permet de payer l'essence ou l'électricité, une fortune aussi, mais quoi qu'il en soit, il y a un problème de pouvoir d'achat et la jeunesse aujourd'hui, elle ne peut plus se projeter. Elle ne peut plus se projeter. Fabrice Akoun. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est la vision en fait. C'est-à-dire qu'une politique, c'est le fruit d'une vision. Si on ne donne pas de vision, les jeunes comme les autres d'ailleurs sont capables de faire des efforts dès lors qu'ils savent que ça va s'inscrire dans un projet et qu'il va y avoir une issue meilleure. Or aujourd'hui, c'est plutôt la politique du non futur entre le climat, l'économie, etc. Et donc ils sont pas dupes et tous les ronds de jambes et toutes ces mesures qui sont prises sur le plan de la communication agace plutôt qu'autre chose, parce qu'en plus il y a une forme d'appropriation que les jeunes n'apprécient pas. Enfin moi je vais très régulièrement dans les lycées de banlieue pour pousser les jeunes à la réussite, au mérite républicain, etc. Je peux vous assurer que quand j'y vais volontairement en costume cravate alors que je porte jamais de cravate pour bien montrer qu'il y a une autorité et les propos que je tiens ne sont pas je ne parle pas comme un jeune alors qu'habituellement je parle plutôt je vais pas employer ces mots-là, etc. pour bien signifier que l'autorité a un sens, qu'elle est présente, qu'elle s'affirme, etc. Et ça, c'est très important, parce que sinon, ça provoque une familiarité, et quand on est dans la familiarité, on n'est plus dans le respect. Oui, je ferai pas notre ami Frédéric Dabi, mais rappelez-vous quand même que la stratégie d'Emmanuel Macron n'a jamais été d'envoyer des messages vers les jeunes. Je vais sortir une banalité. Quand même. Allez-y. Il a déployé de nombreux efforts. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on vote pour une femme. Non. Sinon, on aurait peut-être déjà eu une femme présidente de la République. Donc c'est pas parce qu'on est jeune qu'on va voter pour un jeune.
Le socle de la communication d'Emmanuel Macron, ça a toujours été les personnes âgées. Vous le savez très bien. Le message subliminal, stratégique, hyper efficace qu'Emmanuel Macron a envoyé avant MeToo, c'est de dire un mec brillant, ça épouse une femme jeune. Moi, j'ai 35 ans, je suis marié avec une femme de 60 ans. Et ça a été un argument massue auprès du vote des personnes âgées qui se sont dit mais d'où ce mec sort. Et moi j'ai discuté avec tout un tas de mes anciens collègues de politique et qui reconnaissent bien que ça a été un argument à massue, ça a été bien mis en scène par Paris Match. Donc c'est aller chercher un électorat âgé dès le début parce qu'il ne connaissait pas son efficacité de retraités. Mais qu'il est en train de perdre. Après juste pour dire lors de 2022 déjà le vote jeune il était vraiment très partagé entre Marine Le Pen et lui. Et puis le nerf de la guerre, c'est que les 18-24 ans et les 25-34 ans, qui sont les jeunes dans les sondages, ils votent pas de la même façon. Allez, 18-24 plus Macron, 25-34 beaucoup plus Rassemblement National aujourd'hui. Les On a fini, voilà. Très bon week-end à tous. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Merci. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.